Prédateurs, phytophages, consommateurs de champignons ou de bois, voire détritivores et nécrophages, les coléoptères sont l'ordre d'insectes le plus répandu sur Terre. On recense environ 380 000 espèces dans le monde dans les principaux habitats, sauf les régions polaires et marines. Vulgairement appelés bousiers des cadavres ou sylphes des tombeaux, intéressons-nous ici aux coléoptères du genre Nécrophore, et plus précisément à l'importance de Microphorus vespioides dans l'étude de la biodiversité. Apparus il y a 135 millions d'années environ, les sylphidés sont des coléoptères de taille moyenne à grande, avec un corps aplati, souvent sombre et des antennes dotées de 11 articles terminés en massue. Au sein de cette vaste famille se trouve le genre Microphorus, comprenant 68 espèces dans le monde, dont 11 en Europe. Les nécrophores mesurent entre 15 et 25 mm en moyenne, mais les espèces Germanicus et Humator peuvent atteindre respectivement 20 à 30 mm et 20 à 25 mm. Ce sont les deux plus grandes. Les nécrophores sont de couleur noire ou bien noire avec des taches oranges et les élytres sont parfois raccourcis, laissant l'extrémité de l'abdomen visible. Ce coléoptère a un comportement bien singulier, puisqu'il enterre les cadavres d'animaux et y pond ses œufs, offrant des ressources en grande quantité à ses larves. C'est le processus d'inhumation nécessaire à la nidification. On peut tout de même observer des nécrophores se nourrissant sur des cadavres non enfouis afin d'acquérir leur maturité génitale. Dotés de chémorécepteurs très sensibles au niveau des antennes ou même du corps pour certaines espèces comme Vespio, ils localisent un cadavre en quelques minutes, même si celui-ci gît à plusieurs kilomètres. Il a la possibilité de détecter les composés organiques volatiles émis après la mort d'un animal. Quand un mâle trouve enfin le cadavre, il émet des phéromones pour attirer une femelle afin de s'accoupler et enfouir ce qui servira de nid à sa progéniture. Si différents individus sont sur la même ressource au même moment, alors il y a compétition et le plus gros l'emporte, mais il arrive que l'on observe de la coopération entre plusieurs couples pour enterrer le cadavre. L'ensevelissement réduit la compétition avec les autres espèces et les autres individus, mais pour cela, il doit être réalisé assez rapidement. Il a lieu dans un type de sol précis, les kernozèmes ou tchernosium. Ce sont des sols très fertiles, noirs et riches en humus, caractéristiques des régions des steppes tempérées. Ils sont formés sous une végétation herbacée avec un horizon à profond, une structure grumeleuse très stable, aérée et une bonne rétention d'eau. Les généralités étant dites, nous reviendrons plus en détail sur l'inhumation avec l'espèce Microphorus vespioides. Mesurant entre 10 et 12 mm de long, Vespiodes est le plus petit des nécrophores. Il a deux taches orange sur les élytres, une grande sur le haut et une petite sur le bas, et deux taches par élytre. Les mâles et les femelles ont peu, voire pas de dimorphisme sexuel, et les antennes de cette espèce sont coudées, terminées par une massue de couleur orange à rouge. Quand le couple est réuni sur le cadavre, il enlève les poils ou plumes et l'enterre, sous une dizaine de centimètres de profondeur. Pour cela, il use de leurs mandibules et de leurs tibias épineux pour sectionner les racines et dégager les cailloux. Progressivement, la charogne s'enfonce et l'inhumation suit son cours. Les viscères sont consommés, puis régurgités en boulettes de viande composées de propriétés ralentissant la décomposition de la chair. Après environ 4 jours, les œufs éclosent et les larves émergent, donc directement au contact du cadavre. Physiquement semblables aux larves des carabes, elles se déplacent cependant grâce à une béquille anale, le pygopode. Les pattes sont réduites, la tête aussi, et il y a présence de griffes au niveau dorsal. Les larves, une fois leur taille maximale atteinte, entament le stade nymphal. D'abord dépigmentées, elles se mélanisent petit à petit, d'abord par les mandibules et les yeux, ensuite par les téguments. Les relations entre les larves et les adultes sont d'autant plus intéressantes lorsqu'on sait que les nécrophores sont le seul genre de coléoptères connu à ce jour pratiquant le nourrissage et la trophobiose, ce qui est de nourrir des larves qui ne sont pas les leurs. Abordons quelques études, pour les larves et les adultes, qui soulignent la singularité de cette espèce. Il faut savoir qu'au sein même de Vespioides, il peut y avoir du cannibalisme autour d'une charogne après éclosion des œufs. Certains mâles sont prêts à dévorer les larves d'un autre couple pour limiter la compétition et la concurrence,
et certaines femelles font de même, si l'effectif après la ponte est trop élevé pour la quantité de charogne disponible. Les larves ont donc soit la chance d'être nourries par un parent, ou un adulte reproducteur autre, ou bien le malheur de se faire dévorer. Ainsi, en janvier 2015, une étude publiée par des chercheurs de l'université d'Édimbourg dans le journal Ethology montre que les larves ont la capacité de distinguer les adultes reproducteurs prêts à effectuer le nourrissage d'un adulte prédateur, et cela grâce aux composés chimiques de leurs élytres. Plus loin encore, ces mêmes larves réclameraient de la nourriture à des adultes qui ne sont pas leurs parents, permettant ainsi de bénéficier de plus de ressources. Mais pour quelles raisons les adultes nourrissent-ils leurs larves? Quels sont les bénéfices de cette action pour ces dernières? Elle naît au contact du cadavre, alors pourquoi le nourrissage est un pattern qu'on retrouve dans l'espèce? Les larves étant en développement sur des charognes en décomposition, elles sont exposées à des populations à haute densité de bactéries qui proviennent de la carcasse. Une étude publiée en juin 2017 dans Ecology and Evolution démontre que les soins parentaux sont fortement bénéfiques au développement larvaire. Dans un premier temps, les larves sont colonisées par le microbiome intestinal de leurs parents, dès la naissance. Ces bactéries endogènes colonisent plus facilement l'appareil digestif que les bactéries exogènes, notamment des pathogènes potentiels comme Serratia marcescens. Le nourrissage joue donc un rôle majeur dans le développement des larves puisqu'il garantit l'apport continu de bactéries symbiotiques comme Providencia redgeri ou Morganella morganii, qui confèrent alors une résistance à la colonisation de Serratia en remportant la compétition. La présence des adultes reproducteurs est essentielle, sans quoi la mortalité larvaire serait très élevée. Étape majeure dans la vie du nécrophore, l'accouplement s'effectue toujours sur une carcasse. Mais avant cela, il faut se rendre sur les lieux où se trouve la charogne. Les nécrophores sont de bons prospecteurs aériens, mais passent la plupart de leur temps au sol. Et quand ils marchent en direction d'un cadavre, ils ne sont généralement pas seuls et transportent avec eux des passagers qui paraissent gênants aux premiers abords, mais qui ont un rôle important dans la survie des larves. Des acariens profitent de ce moyen de transport pour se rendre eux aussi sur les lieux et se reproduire. On dit qu'ils sont phorétiques. Un nécrophore peut porter 14 espèces différentes d'acariens au cours de sa vie, mais Poecilirus carabi et Macrocheles nataliae sont les plus associés à Vespioides. Grâce à différents mécanismes d'attache, ces deux espèces se cramponnent sur le même hôte, mais pas au même endroit, Carabi sur le côté ventral du thorax et Nataliae sur les côtés ventrales de l'abdomen. En se spécialisant sur une zone particulière, les compétitions interspécifiques sont limitées. Aussi, les acariens à tous les stades de leur développement se nourrissent d'œufs et de larves de mouches. Donc, leur présence sur le cadavre réduit la concurrence avec ces dernières et permet d'augmenter les chances de survie et le développement des larves du coléoptère. Vespioides constituerait une niche écologique à lui seul, une sorte de vecteur de diversité spécifique. Mais son rôle majeur au sein de la biodiversité est celui de décomposeur clé. En transformant les petites carcasses en matière organique assimilable, il accélère l'enrichissement en nutriments des sols. L'enfouissement permet cette assimilation et la rapidité de l'enterrement empêche la dispersion par d'autres charognards qui peuvent modifier et altérer la décomposition. Le sol est enrichi localement car Vespioides crée un hotspot de nutriments. Parmi ceux-ci, on en retrouve 3 qui ont un rôle capital. Le premier, l'azote, qui permet la croissance des feuilles et tiges des végétaux et qui stimule l'activité des micro-organismes du sol, décomposant la matière organique. C'est un cercle vertueux. Le deuxième, le carbone, qui forme l'humus. Grâce au carbone, le sol est aéré, suffisamment poreux pour retenir l'eau et aussi érodable. Et enfin, le troisième, le phosphore, présent dans l'ATP, l'énergie utilisable par les cellules qui fait croître le développement racinaire et la floraison.